À 30 ans, Odélia est une maman célibataire. Bonjour, mon amour d'amour. Ça va, mon cœur? Elle est séparée de son compagnon depuis 7 ans, l'âge de sa fille, Lucie. Bonjour, bébé. On va aller petit déjeuner? Pain au chocolat? Pain au chocolat? Ouais. Le père de Lucie vit dans le sud de la France, à 1000 km des Ardennes. Il ne vient plus la voir depuis 4 ans. Tout ça, c'est pour moi? Et il ne paye pas la pension alimentaire fixée par la justice à 150 € par mois. Mais tout ça, c'est pour moi. Alors, est-ce qu'à mon anniversaire, on pourra aller à Center Park? Non. Pourquoi? Bon, parce que je préfère faire ton anniversaire avec tes amis ici. Oui, mais à Center Park, tu m'avais dit qu'on irait, qu'on ferait... Un séjour qu'elle n'a pas les moyens de payer. On va le faire avec mamie. Aide-soignante, Odélia est au chômage depuis 3 mois. Elle touche 1210 € mensuels d'indemnité. En retirant son loyer et toutes les factures à payer, il lui reste moins de 300 € chaque mois. C'est difficile de lui dire non. Ouais. Oui, parce que elle est tributaire de la situation, donc du coup, elle paye pour les bêtises d'autrui. Donc oui, c'est difficile et c'est frustrant. Mais c'est vrai que là, non, j'ai jamais pu offrir à ma fille des vraies vacances. Un jour, bientôt, j'espère. Je fais tout pour. Mettre des économies de côté. On essaye. C'est compliqué. Mais on partira en vacances et je suis sûre que ce sera le plus beau voyage. Hein, Lulu? Plus beau voyage. En France, 20% des parents isolés sont victimes, comme Odélia, de non-paiement de la pension alimentaire. La plupart sont des femmes. Le montant de cette pension est calculé par le juge aux affaires familiales en fonction des revenus de l'ex-conjoint, du type de garde et parfois des besoins spécifiques de l'enfant. Lucie est justement inscrite dans une école spéciale, car elle est allergique à l'arachide et aux fruits à coque. Je suis obligée en fait, parce que l'école de la commune ne pouvait prendre la responsabilité d'avoir une enfant allergique, c'était vraiment trop risqué. Donc du coup j'ai dû la mettre dans une structure privée, parce que là du coup elle pouvait manger à la cantine, mais également pouvoir faire les sorties scolaires comme tout enfant n'ayant pas d'allergie en fait. L'école de Lucie coûte 132 € par mois. Pour la financer, Odélia a repris des études, dans les ressources humaines cette fois. Elle espère ainsi gagner 800 € de plus par mois par rapport à son salaire d'aide-soignante. En attendant, ce sont ses parents qui payent. L'école, mais aussi les jouets, les vêtements, les meubles. Ils participent financièrement à tout. Et là, tout ce que vous voyez là dans la chambre, l'armoire c'est mes parents, le lit c'est mes parents, ça c'est mes parents, les cadres c'est mes parents, les rideaux c'est mes parents. C'est pas normal que mes parents payent à la place de mon ex-conjoint. Du coup, je suis en colère par rapport à ça. C'est des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui aujourd'hui se retrouvent encore à payer alors qu'ils devraient être tranquilles. Donc moi ça me rend furieuse. Fin 2011, l'ex-conjoint d'Odélia, salarié en électromécanique, gagnait en moyenne 1400 € net par mois. C'est parti. Devant le juge, il a lui-même proposé de verser 150 € de pension alimentaire mensuelle. Mais au bout d'1 an, il a cessé les versements. À partir du moment où on se définit comme parent, on assume ses droits et ses devoirs parentaux. Donc le devoir d'un parent, c'est de subvenir aux besoins de son enfant. Et là, la pension alimentaire, c'est un minimum pour son enfant. Et lui, c'est pas le cas. Odélia aimerait récupérer ses 7800 € de pension impayée. Il y a 1 an, elle s'est donc tournée vers la caisse d'allocation familiale, qui lui a proposé une première solution. Une allocation de soutien familial de 104 € mensuels. L'ASF est accordée aux parents qui élèvent seuls leurs enfants. Cette aide peut même être rétroactive sur 2 ans. Odélia a ainsi touché 2500 € d'arriérés. Voilà.
Mais la CAF a désormais les moyens d'aller plus loin, en traquant directement les mauvais payeurs. 300 enquêteurs sont répartis dans une vingtaine de CAF en France. Un service gratuit qui simplifie les démarches des parents en détresse. Il ne verse que quand il veut. Ah d'accord, c'est pas tous les mois. Ah non. D'accord, ok. Sarah est au téléphone avec une allocataire dont l'ex-conjoint ne respecterait pas les termes du jugement. D'accord. Parfois, un simple coup de fil aux parents défaillants suffit à débloquer la situation. Vous voulez payer à qui? À madame ou à nous? Non, je vais vous payer à vous. Hein. D'accord. J'ai pas envie de passer par elle, moi. Voilà, alors je vais vous dire le montant exact. Voilà, donc ça fait 150,90 €. D'accord, ça marche. D'accord. Lorsque les ex-conjoints ne veulent plus avoir aucun contact l'un envers l'autre, la CAF sert d'intermédiaire. monsieur. Avec plaisir. L'argent, une fois reçu par l'agence, sera reversé à la mère de famille isolée. Donc c'est bon, il veut payer. Un mauvais payeur risque jusqu'à 2 ans de prison et 15 000 € d'amende. Sarah est parfois confrontée à des débiteurs récalcitrants, voire de mauvaise foi. Il y a un monsieur qui m'a dit que c'était pas ses enfants, que c'était pas à lui, il n'en avait jamais entendu parler, sauf que bon, les enfants avaient bien été reconnus par monsieur, donc, mais non. Souvent ils ont refait leur vie, donc en fait ils veulent plus entendre parler des enfants de leur précédente union, donc mais je les ai oubliés, ils font plus partie de ma vie, donc je veux plus payer. Des choses comme ça, voilà, c'est un peu de tout. C'est spécial. Pour les contraindre à payer, les enquêteurs ont accès à des bases de données qui contiennent de précieuses informations sur n'importe quel citoyen, comme le nom des employeurs, le montant des revenus ou encore les coordonnées bancaires. Là, je vois qu'il a un compte courant bancaire à la Caisse d'épargne. Marie travaille sur le cas d'un homme, Carlos, qui n'a pas donné suite à la demande de procédure amiable. Il n'a pas du tout répondu aux 2 courriers qu'on lui a envoyés. Donc là, on lance les recherches par rapport à ces situations, savoir exactement ce qu'il fait, s'il travaille ou non, pour ensuite passer à une phase contentieuse. Donc là, je vois qu'il a un dossier CAF. Il travaille, d'après ce que je vois. J'ai même le détail du coup de ses revenus mensuels. Je vois qu'il gagne de l'argent. Carlos gagne en moyenne 1 400 € par mois. C'est plus que le RSA. Il est donc considéré comme solvable. Donc maintenant que j'ai toutes ces informations, que je sais qu'il travaille, que je sais qu'il est solvable, j'envoie une procédure de recouvrement forcé à son employeur, directement. Autrement dit, la pension alimentaire de 90 € sera directement prélevée sur le salaire de Carlos. Et si son employeur refuse de coopérer, l'entreprise risque une amende de 1 500 €. Nous sommes allés rencontrer Carlos, le mauvais payeur. Il vit seul, à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Il a 2 enfants de mères différentes, mais ne paye qu'une pension alimentaire sur les 2. La première, je la paye. Et la deuxième, parce que je ne suis pas d'accord avec l'histoire, la rupture. Et ouais, j'ai un mécontentement, donc du coup, j'ai pas envie de la payer. Les relations sont conflictuelles. Carlos a été condamné pour des faits de violence sur son ancienne compagne. Mais il ne veut pas rompre le lien avec son enfant. Son refus de payer la pension est une protestation contre la décision de justice. Lui aurait souhaité une garde partagée, alors qu'il ne peut voir sa fille qu'un week-end sur 2 et la moitié des vacances. C'est qu'elle est à 10 km de moi, donc je pourrais faire une semaine chacun. Et on me l'a enlevé quand on ne me l'a pas autorisé. Donc vous refusez de payer? Ouvertement, ouais. C'est des sommes qui sont lourdes, quoi. Parce que la maman, derrière, elle va se retrouver toute seule avec les petites qu'elle va avoir tous les jours. Elle va se retrouver avec des aides qui lui tombent partout dessus. Et le papa, lui aussi, va se retrouver tout seul à payer des factures. Sauf que lui, derrière, il n'y a personne qui va l'aider. Carlos n'aura pas le choix. Le montant de la pension alimentaire sera bientôt déduit de son salaire. En Midi-Pyrénées, sur les 2400 dossiers de mauvais payeurs solvables, plus de la moitié fait l'objet d'un recouvrement forcé ou à l'amiable. T'as fait quoi de beau comme matière? Dans les Ardennes, l'ex-conjoint d'Odélia, la maman de Lucie, a lui aussi été contacté par la CAF.
maîtresse, elle nous a dit, aujourd'hui c'est les CE1. Mais il a affirmé que ses revenus avaient changé, qu'il ne pouvait pas payer. Alors il a décidé de saisir la justice. Ni lui ni ses avocats n'ont souhaité nous rencontrer. Mais voici ce qu'il demande au juge. L'annulation pure et simple de la pension alimentaire et le droit de prendre sa fille la moitié des vacances scolaires. Odélia est effondrée. Ce que je comprends pas, c'est qu'il veut voir sa fille tout en n'assumant pas ses droits et ses devoirs de parent. Et ça, c'est incompréhensible en fait. Il veut que le positif d'un enfant, mais pas tout ce qui va avec. Sauf qu'un enfant, il a besoin de boire, il a besoin de manger, il a besoin de s'habiller, il a besoin d'aller à l'école, d'avoir des fournitures scolaires. Un enfant, c'est pas je te prends 15 jours en vacances et puis le restant de l'année, voilà, t'existes pas. C'est ça, il faut penser à l'intérêt de l'enfant avant tout. L'audience a eu lieu fin avril au tribunal de Charleville-Mézières. L'ex-conjoint d'Odélia n'était pas là, mais il était représenté par son avocat. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai. Quand un mauvais payeur s'installe à l'étranger, alors là, tout se complique, car il est presque impossible de le forcer à payer. C'est ce qui est arrivé à Edith. Son ex-mari a quitté la France, sans laisser d'adresse. Cette femme de 51 ans a longtemps fait partie de la bourgeoisie lyonnaise. Désormais, elle va au Resto du Cœur. Bonjour. Il y a 7 ans, elle s'est retrouvée seule, sans ressources, avec ses 5 enfants. Elle a trouvé un emploi à temps partiel comme femme de ménage et assistante dans une école maternelle. Les boîtes de conserve, on n'en achetait jamais. J'achetais que des produits frais. Il y avait très peu de boîtes de conserve. Edith a mis 2 ans avant d'oser s'inscrire à l'aide alimentaire. Je vais dire quelque chose. Enfin, j'ai jamais dit tous mes enfants ne sont pas au courant. En travaillant en restauration scolaire, je demandais les restes des enfants. Donc c'était les restes des assiettes, pas les plats cuisinés, que les restes qui partaient directement à la poubelle. Et en rentrant à la maison, je nettoyais tout, je recuisinais tout pour qu'il n'y ait pas de microbes. Et mes enfants ont mangé, moi avec, comme ça, pendant quelques temps. Avant d'accepter de venir, parce que c'est très dur. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est un constat d'échec. Ça veut dire que la vie de famille n'a pas fonctionné, que... Donc c'est tout ça qu'on prend en pleine face à chaque fois qu'on vient et qu'on y pense. Donc c'est extrêmement difficile. Je reviens. Edith a été mariée pendant 20 ans. Elle était mère au foyer. Lui faisait du conseil en entreprise et possédait plusieurs sociétés. Une famille aisée, habituée des week-ends à la mer, propriétaire de voitures de collection et d'un château dans la région lyonnaise. Les enfants étaient membres des Scouts d'Europe et férus d'équitation. Une vie de nantis qui va s'écrouler du jour au lendemain lorsque le couple se sépare. Les enfants d'Edith ont aujourd'hui entre 16 et 25 ans. Ils sont encore étudiants, sauf la plus grande qui a quitté la maison. 7 ans après, ils ont définitivement tiré un trait sur leur père. Benjamin, Émile, qu'est-ce que ça veut dire un papa qui paye pas la pension alimentaire? Je pense que ça veut déjà dire qu'il nous aime pas en fait, donc il nous laisse tomber. C'est de l'abandon de famille. Au début, il a essayé Benjamin, 21 ans, ne décolère pas. En fait. Il nous a dit qu'il nous avait jamais aimés, que sa plus grosse bêtise dans la vie, c'était d'avoir fait des enfants. Aujourd'hui, leur père est probablement en Afrique. Il refuse de payer la pension alimentaire, fixée par le juge à 500 € par enfant. En quittant le domicile familial, il a même laissé une dette fiscale de 800 000 €. Edith a dû vendre le château et sa dépendance dans laquelle la famille vivait. Son ex-mari a également mis ses sociétés en liquidation et vidé ses comptes. Quand on est obligé de compter les litres d'eau pour prendre sa douche avec une bassine, quand on est obligé d'aller au cimetière chercher de l'eau dans des bidons parce qu'on vous a coupé l'eau, quand on vous a retiré tout le bois que vous aviez pour vous chauffer qui fait 4 degrés en hiver dans la maison, on est en mode survie en permanence. Pour ses enfants, elle a décidé de se battre.
Ces 7 dernières années, elle a enchaîné les procédures judiciaires à l'encontre de son ex-mari. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous à 11h30. Elle sonne à toutes les portes, car elle espère toujours récupérer les 100 000 € de pension impayée. Ce matin, elle a rendez-vous dans cette association d'aide aux victimes pour bénéficier de conseils juridiques gratuits. Ça, c'est oui, c'est jugement correctionnel pour l'abandon de famille. Oui. Edith a gagné tous ses procès. Le dernier condamnant son ex-mari à 12 mois de prison avec sursis et 4 000 € de dommages et intérêts pour abandon de famille et organisation frauduleuse d'insolvabilité. Il a dissimulé ses revenus, certains de ses biens, et effectué sur ses comptes professionnels des retraits d'espèces pour plus de 82 000 €. Après cette condamnation, il a finalement payé une partie de la pension pendant quelques mois, 10 800 € en tout. Mais c'est bien loin du compte. Le problème, c'est que là, vous avez des jugements et qu'il n'y a personne qui prend le jugement et dit bon, allez, on va chercher monsieur maintenant. Ça n'existe pas en fait. Je sais pas. S'il s'agissait d'un terroriste ou de quelqu'un qui travaille dans une organisation de trafic de drogue ou autre, là, tous les moyens seraient mis en œuvre. Mais quand il s'agit d'une femme avec des enfants sans pension alimentaire, je suis malheureusement pas la seule dans ce cas-là, mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche alors que c'est ce qu'on appelle un hors-la-loi. Voilà, Pour Edith, la déception est grande. Son dossier est trop complexe et la conseillère juridique n'a pas de solution miracle. Pour parler clairement, c'est ça. Est-ce que du coup, quand même, le fait d'avoir l'allocation de soutien familial tous les mois, ça serait pas quand même mieux que d'avoir rien du tout? En acceptant cette allocation, Edith devrait s'engager à renoncer à toute démarche juridique personnelle. Elle refuse car elle craint que son dossier soit classé sans suite par la CAF. Prendre le recul. J'arrive pas à me dire que je dois tout arrêter parce que mes enfants ne comprendraient pas. C'est eux qui sont dans la vérité. On est des victimes et on doit baisser les bras. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc qui... C'est insurmontable comme idée. Si son combat finissait par aboutir, elle pourrait récupérer jusqu'à 5 ans d'arriérés seulement. Pour le reste, il y a prescription. Un mois plus tard, nous retrouvons Edith. La situation s'est aggravée. Son fils, Benjamin, est à l'hôpital. Atteint d'une maladie auto-immune qui affecte les poumons, il a été victime d'une insuffisance respiratoire et dans la foulée d'un AVC. Pour l'instant, ce qu'on sait des conséquences de l'AVC, c'est que... il est hémiplégique. Je ne sais pas s'il reparlera. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Voilà. Benjamin est en réanimation et dans un coma artificiel depuis 3 semaines. Son père n'est pas au courant. Il allait terminer ses études de physique à Grenoble et parallèlement servait comme pompier volontaire. Pour venir le voir chaque jour, Edith fait plus de 2 heures de trajet aller-retour. Désormais, elle consomme un plein d'essence tous les 3 jours. Un gouffre financier, même si elle évite les péages. Les copains de Benjamin ont décidé de prendre les choses en main pour la soutenir. Bonjour. Je suis la maman de Benjamin, j'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres conditions. Robin. Ils veulent créer une cagnotte publique sur Internet. C'est dans la catégorie solidarité. On pourrait mettre soutien pour Benjamin. Notre pompier. Ouais. Notre pompier. J'espère qu'avec ça, on pourra essayer de toucher un maximum de personnes. Et genre soutien, Benjamin. Là, c'est un élan de générosité que j'aurais jamais soupçonné. C'est extraordinaire. Donc je peux pas le remercier de nous faire subir ça pour avoir découvert ces jolies choses. Mais c'est vraiment extraordinaire. Une solidarité spontanée. Une façon de compenser la fuite de l'autre parent. En France, la pension alimentaire moyenne s'élève à 170 €. Environ 400 000 enfants n'en bénéficient pas.
Bonjour. C'est la première fois que vous venez au Resto du Cœur. Tout à fait. Pierre, 30 ans, n'a plus le choix. Nous sommes le 15 du mois et il n'a plus de quoi s'acheter à manger. On a des critères, financiers, donc malheureusement, on va regarder. Vous avez un logement? Oui. Vous payez un loyer? Oui, 410 €. Pour bénéficier de l'aide alimentaire, Pierre, surveillant dans un internat, doit entrer dans les critères fixés par les Restos du Cœur. 254 €. 254, après. L'APL, 162. Et le salaire? 692. 692. Cette année, pour faire face à la hausse du prix de l'énergie, et pour la première fois de son histoire, l'association prend désormais en compte les dépenses d'électricité et de gaz. Ça, c'est le loyer de base. Tout à fait. Et au niveau charge, vous savez à peu près combien vous Ça payez? dépend des mois. Le mois dernier, j'étais quasiment pas chez moi et j'ai payé déjà 50 €. Là, le mois prochain, c'est 150 € parce que j'ai été un peu plus à la maison. Mais quand je vous dis que je mets le chauffage, c'est que je le mets 3 heures. Je dors habillé, voilà, je fais que manger, prendre une douche et me chauffer quoi, chez moi. Entre les aides de l'État et son salaire, Pierre touche 1100 € par mois. Ça va être juste. Ça va être juste. Si, c'est bon. Je sais pas, je ne me rappelle plus du... Sans ce nouveau barème, Pierre n'aurait eu le droit à aucune aide. L'énergie, ça a fait passer. Les gens, déjà, ils sont dans la pauvreté. En plus, ils ont des augmentations de gaz, d'électricité qui sont énormes, comme tous les citoyens, je veux dire. Mais eux, ils ont très peu de moyens, donc voilà, c'est pour ça que... Pas de droit à l'erreur, pas de droit. Pas le droit. Voilà, c'est ça. Je vous donne la photo de mon compte bancaire le premier du mois. Vous voyez bien que les 3/4, c'est mon logement, mes charges. J'ai déjà à moi 100 € le premier du mois. Une fois que j'ai payé tout ça. Juste pour pouvoir dormir et me laver. 2022, France. Pierre pourra venir une fois par semaine pour vous aider, et bénéficier de l'équivalent de 5 repas. Est-ce que vous voulez de la semoule là? Oui, volontiers. Il y a bien longtemps que j'ai pas eu de yaourt dans un frigo. C'est pas le genre de choses qu'on achète quand on n'a pas trop les moyens. Et là, clairement, si j'avais acheté autant de yaourts les conserves et tout, il y en a au moins bien pour 40 balles. 40 balles, c'est... Je trouve que c'est assez fou. Je pensais pas repartir avec autant de choses déjà. Donc moi, je pense que je peux même finir... peut-être bien. Franchement, c'est possible. À cause de la hausse du prix de l'énergie, les Français ont perdu en moyenne, sur l'année 2022, 720 € de pouvoir d'achat. Dans les campagnes, certains n'arrivent même plus à se déplacer jusqu'au Resto du Cœur. L'année dernière, Laetitia, 42 ans, devait faire 60 km chaque semaine pour récupérer ses colis alimentaires. Mais avec la hausse du prix de l'essence, entre 15 et 20 centimes par litre, c'est devenu impossible. D'autant que sa voiture commence à montrer quelques signes de faiblesse. J'aurais l'embrayage à changer, le pot d'échappement, et puis j'ai ma toile de toit qui me tombe sur la tête, qu'il faudrait que je recolle. Vous en servez un peu moins de votre voiture? Beaucoup moins. C'est bien. Je me refuse même des déplacements. Dans ce bloc, on fait plus rien, quoi. Heureusement, cette année, elle n'a plus qu'1 kilomètre à parcourir pour bénéficier d'une distribution. Taquine. Ah ben je vois bien ma bibi. Bonjour Laetitia. Ça va Laetitia? Alors, vous êtes combien vous? 2. Laetitia est maman d'une petite fille de 5 ans. Elle est en invalidité depuis 2018, suite à un accident de travail. Il reste du poisson. C'est du lieu, hein. Attention, c'est du bon. Hein. Elle vit avec 768 € par mois. Donc moi j'ai plus que les légumes. Haricots verts. Laetitia est l'une des premières à s'être inscrite au camion. Au départ, seulement 5 familles. 2 mois plus tard, 53. La salle des fêtes, juste à côté, a même été réquisitionnée. Des poireaux? Pas de poireaux. Des oranges, je vais en mettre que 2 parce que j'en ai pas beaucoup. Pommes de terre? Oui. Grâce à ce centre d'un nouveau genre, Un peu de poireaux, Laetitia? Laetitia a divisé sa facture d'essence
par 2. Voilà, pommes de terre? Oui, aussi. Je fais un plein une fois tous les 2 mois. Et quand je faisais les allers-retours, un plein par mois. J'ai vu, là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça m'est revenu à quasiment 80 € le plein. Le plein. Donc je paye 20 € de plus que ce que je payais avant. 20 € quand même, c'est énorme. L'association prévoit d'ouvrir 600 centres itinérants comme celui-ci d'ici l'année prochaine. La crise du Covid et maintenant l'inflation ont entraîné un afflux sans précédent de personnes au Resto du Cœur. Rien que cette année, 200 000 nouveaux bénéficiaires. Bonjour tout le monde. En 6 ans, l'association est passée de 860 000 personnes aidées à 1 300 000. C'est 10 heures déjà. Bonjour. Parmi elles, des gens qui ont toujours travaillé. Ah, c'est bon, on est parti. Comme Jézébel, 42 ans. Elle a commencé comme serveuse à 20 ans. Mais il y a 2 ans, elle a tout perdu. J'avais un bon salaire. Oui, parce que quand j'étais à plein temps, je pouvais gagner 2 500 € par mois. Avec le Covid est passé par là, soit il y avait une baisse de salaire, soit licenciement. Donc on était plusieurs à avoir accepté licenciement. J'avais les économies, je pensais rebondir assez vite, puis en fait, non. Car au même moment, elle se sépare de son conjoint et se retrouve seule avec ses 3 enfants en bas âge. Impossible de redevenir serveuse. Sa voisine, Sylvie, retraitée, l'a convaincue de franchir la porte des restos. Chaque semaine, l'association lui fournit 3 jours de repas, midi et soir. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de lait. Ça commence mal. Si, il y a tout le temps du lait, quoi. Alors, pour les 4 personnes, par exemple, il y a 4 litres de lait. Les enfants, ils en boivent, moi aussi. Donc, chaque matin, il y a 1 litre de lait qui passe, mais là, Bonne journée. Jézébel doit composer avec les produits disponibles. Elle bénéficie d'un nombre de points. Alors, on a droit à 9 points ensemble. Je vais vous prendre une boîte de petits pois carottes, s'il vous plaît. Correspondant au nombre de personnes dans sa famille. Je vais prendre des pommes de terre aussi, s'il vous plaît. Beaucoup de conserves, bien sûr. On a droit à 5 points. Bien chaud. Oui, s'il vous plaît. Quelques légumes. Des petits choux. Merci. Oui, s'il vous plaît, oui. Mais très peu de viande. Merci, vous aussi. Oui, ils aiment bien ça, mes enfants. Ah ouais. Et après, je vais avoir des cordons bleus, côte de porc. Cordon bleu, s'il vous plaît. Oui. Pour la semaine, 4 cordons bleus, un cervelas et quelques boulettes de bœuf. Jézébel a dû changer ses habitudes. Et la viande, on se restreint dessus. Non, mais encore, ça va le soir, je fais pas de la viande pour les enfants, c'est très rare. C'est pas dur parfois? Ah si, j'avoue, parce que c'est vrai que dans la famille, on est plutôt viandard, comme on dit. Ouais. Bon, après, c'est pas plus mal non plus, hein, mais... Ah oui. Sa voisine, Sylvie, 3 ans de resto, a vu les portions de viande diminuer drastiquement. Au début, il y avait beaucoup plus. Tout au début, je venais, il y avait plus, mais il y avait moins de monde. Mais il y a des fois, c'est une côte de porc. Pour la semaine? Ça fait juste. Bon, ça va parce qu'on mange pas beaucoup. Alors, c'est quoi là? 2 sweets? 2 sweets. 3 sweets. En plus du colis alimentaire, Jézébel repart avec une dizaine de vêtements pour les enfants et 4 places pour aller au cinéma. Là, c'est Astérix et Obélix, et comme les enfants ils aiment bien les films nouveaux, j'en profiter. Ça permet d'aller au cinéma avec les petits bouts. Je leur fais les pop-corn le matin avant de partir dans leur petit sachet. Chacun avait son petit sachet la dernière fois. Jézébel ne veut pas prendre l'habitude d'être aidée par les restos. Elle veut retrouver un emploi rapidement. Pour l'instant, elle vit grâce à ses allocations chômage, aux prestations sociales et à sa pension alimentaire. Au total, 1 100 € par mois. Demain, bisous. Bisous les loulous. Oui, je ferai la commission, bisous. Un tiers de son budget part dans son logement. Après, c'est le travail. Un 4 pièces dans un immeuble HLM du centre-ville de Nantes. Allez dans votre chambre, les garçons. Hein? Vous me déconcentrez. Pour retrouver un travail compatible avec sa vie de maman, elle s'est replongée dans les études.
Jézébel prépare le concours de professeur en lycée hôtelier. En ce moment, elle révise les spécialités de chaque région. Elle a 6 spécialités en Alsace. Il y a la choucroute garnie, ça elle est connue. Hein. Le spatzel, c'est des pâtes en forme de moineau. Je m'ai goûté personnellement. Il y a l'auvergne. La truffade, ça c'est bon. C'est les pommes de terre avec le fromage. La ligo aussi. Mais difficile de rester concentré. Vous pouvez retourner dans votre chambre s'il vous plaît. Elles ont bon caractère. Elles vont faire des crottes. Non. Oui. Je comprends pas ici, là. Alors les noms propres, tu t'appelles comment? Ça c'est un nom propre. Ça s'appelle comment? Une table? C'est un nom commun. Ah oui, j'ai compris. Un succès au concours, c'est la garantie d'un CDI et d'un salaire de 1 600 € net. Plus vite j'aurai mon concours, j'aurai mon travail, et ça, je pourrai souffler, je serai plus sereine. Quand je me lève le matin, j'ai peur des aléas. Des aléas comme les réparations de voitures. Une fois j'ai crevé, changement de 169 €, un aléa, voilà. C'est comme des fois les aléas de santé, ça peut arriver. Donc ouais, moi quand on a un travail, je me dis, on se sent plus libre. Et puis que je sois fière aussi de leur dire, moi on a un travail, puis avec peut-être être professeur. Alors ils sont tout contents, ils disent, oh professeur. Parce que c'est... Oui, qu'ils soient fiers de leur maman, qu'ils disent, quand on me pose la question même à l'école, c'est quoi ta maman? On va dire, elle travaille pas. En attendant, l'aide des restos ne suffit pas. Et faire ses courses est devenu très compliqué à cause de l'inflation. Cette semaine, Jézébel manque de couches. C'est bien. Certaines marques ont augmenté leur prix de 90%. Elle a aussi besoin de lait, en moyenne 20 à 25% plus cher. Pour composer les menus manquants de sa semaine, la mère de famille compte sur les dates courtes. Jusqu'à moins 50% sur des produits périmés dans quelques jours. Ou ça aussi, ça a augmenté. Avant, c'était 4-5 € le kilo. Maintenant, c'est 7,70 € le kilo. Ah ben il a moins 50. 3,85 € le kilo. Yes, ça je prends. Là, c'est du foie de bœuf. Pareil, je vais prendre ça. Et c'est rempli de fer. Vous arrivez à faire manger du foie à vos enfants? Oui, ils aiment bien. C'est vrai? Ouais. Ah, non, c'est vrai. J'aurais pas dit ce que c'était au départ. J'y t'aime bien? Bah, c'est du foie. Elle s'appuie aussi sur les coupons, les promos magasins et une application presque miraculeuse. Il faut faire vérifier le code barre. 500. C'est celle-là. Voilà, 1 kilo de compote, gratuit. Pour être remboursée du prix d'achat, 6,50 €. Je suis contente. Elle devra juste répondre à quelques questions après avoir testé le produit. Ils auront la bonne compote bio. Parce qu'en temps normal, c'est pas quelque chose qu'on achète. Bonjour. Tenez, c'est pour les 2 packs de lait. Oh. Ça fait un total de 46,41 €. Oui, avant toutes les réductions, on avait pour 60,56 €. Et là, il y avait pour 46,41 €. Elle sera remboursée de 25 € supplémentaires grâce à ses coupons. Malgré cette vie au centime près, hop. Jézébel fait tout pour que ses enfants ne pâtissent pas de la situation. Tiens, attends, c'est chaud. Ça fait une petite tomate cerise, si vous voulez. Les 2 plus jeunes, Paul et Oscar, 3 et 5 ans, n'ont pas encore conscience des difficultés financières. Contrairement à Thibaut, qui, du haut de ses 8 ans, a déjà tout compris. C'est quoi pour toi les Restos du Cœur? Tu connais? C'est un magasin gratuit pour les gens qui sont un peu pauvres. Tu sais pourquoi maman elle va dans ce magasin gratuit, comme tu dis? Parce qu'elle a presque plus d'argent. Et tu crois que ça va aller mieux après? Je sais pas. Tu vas travailler pour avoir d'autres argent. Voilà, avoir un peu plus d'argent, oui. 8, 9. Dans le département de la Loire-Atlantique où vit Jézébel, le nombre d'inscrits au Resto du Cœur a bondi de 21% cette année. De plus en plus de bénéficiaires, mais de moins en moins de denrées collectées. Daniel et Gérard, bénévoles depuis 9 ans, traquent chaque matin les invendus des supermarchés. Bonjour. Celui-ci? Attendez. Il n'y a que celui-là. Celui-là n'est pas Bordeaux. Des chariots quasi vides et peu de produits frais.
Des yaourts, du pain de mie, puis encore des yaourts, des conserves de sauce tomate là, et du lait bébé. Il n'y a pas de viande, non. Depuis 2020 et la loi contre le gaspillage alimentaire, les produits bientôt périmés sont souvent vendus à prix cassé au lieu d'être donnés. Tout le monde se sert dans ces produits-là et c'est pour ça qu'il en reste moins. Parce qu'avant, on avait en fait on récupérait les dates courtes. Maintenant, on les récupère de moins en moins, surtout sur la viande, quoi. Ce matin, les bénévoles vont visiter 3 supermarchés. Ouais, mais... Même constat à chaque fois. Tu sais, c'est pas en enlevant la capuche. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le jour. Hein. Ça manque quand même beaucoup de viande. Pas de légumes non plus. De fruits, très peu aussi. Il y a juste 2 paquets d'oranges et un concombre. Donc c'est quand même un peu léger. Ah bah les ramasses, il était pratiquement plein. Hein. Le camion plein, oui. Ah ouais. Il est vide? Oui, pratiquement. C'est triste parce qu'on ne va pas nourrir les gens avec du pain de mie. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est la dèche. Ça, c'est du le 16, donc c'est aujourd'hui, donc il faut que ça parte aujourd'hui, ça. Ça, c'est la date, on ne peut pas donner. La date est dépassée. Le 15 et on est le 16. Donc on ne va pas donner. Vous allez en faire quoi du coup? Bah ça, c'est acheté. Il y a des pizzas, un steak haché, du poisson et des sandwichs. Insuffisant pour nourrir les 200 familles du jour. Pour compenser, les Restos du Cœur achètent leurs propres produits et bénéficient de dons alimentaires de l'Union européenne. Voilà ce qu'on a après. Voilà ce qu'ils ont. Sardines, thon, ça c'est de la communauté européenne. Et puis après c'est ça, c'est toujours les saucisses lentilles, cassoulet. Ils ont toujours la même chose à manger, quoi. Les restos n'ont pas encore trouvé la solution pour obtenir plus de viande et de poissons frais. Pour les fruits et légumes, en revanche, le renouveau est en marche. Dans toute la France, l'association s'est fait prêter des terrains invendables ou inconstructibles, comme celui-ci, au pied de l'aéroport de Nantes. Ici, ça jardine toute l'année. C'est pas la fin des haricots, mais c'est la fin des choux. Choux, betteraves et poireaux. En seulement une journée, près de 400 kilos de légumes récoltés. Un apport bienvenu, car lors de cette nouvelle campagne d'hiver, les restos font face à l'arrivée inattendue de nouveaux bénéficiaires. 100 000 Ukrainiens se sont réfugiés en France depuis le début de la guerre. La plupart a le droit à l'aide alimentaire. Donne-moi la main. À Pornic, 30 familles bénéficient de l'aide des restos, dont Ludmilla et ses enfants. Donc, on y va. Même si elles ne parlent pas encore le français, Ce que vous voulez. Ça. en 8 mois, Ludmilla a appris à le comprendre. Tu veux des pommes? Oui, il n'y en a plus à la maison. Des bananes? 5. Merci. Les enfants affamés. Ludmilla faisait partie de la classe moyenne d'Odessa, ville portuaire de la mer Noire. Au revoir, à la prochaine. Elle était comptable. Allez, on y va. Elle est hébergée gratuitement dans ce village vacances, fermé pendant l'hiver. Elle vit ici avec 10 autres familles ukrainiennes. Essuie tes pieds. Chacune a son appartement. C'est la chambre des enfants. Enlève tes pieds du mur. En haut, le lit de Gulzar, il y a ses jouets, et en bas, le lit du grand. Les 2 aînés sont scolarisés. Ça, c'est ma chambre que je partage avec la petite de 2 ans. La Benjamine va à la crèche. C'est petit. En Ukraine, j'avais 3 chambres, un grand salon et une grande cuisine. Séparée, elle élève seule ses 3 enfants et bénéficie de 525 € d'aide de l'État.
Elle ne sait pas où elle dormira à la réouverture du centre de vacances. Pourtant, elle s'estime privilégiée par rapport à sa famille, restée à Odessa, notamment son frère qui est au front. Salut papa, est-ce que tu as pu parler à Ruslan? Oui, je lui ai parlé 2 minutes au téléphone. Il n'avait pas trop le temps, il était en voiture. Et toi, tu as pu lui parler? Non, je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Vous avez de l'électricité? Pas trop de coupures? Ça va, ça faisait 2 heures qu'on n'en avait plus, mais ils viennent de la remettre. Mais bon, à 18 h, il devrait y avoir une nouvelle coupure. D'accord. À plus tard, je t'embrasse. On se rappelle plus tard. Je m'inquiète pour eux à chaque seconde. Leur maison peut être bombardée par un missile. Ma mère vit seule, mon père aussi. L'immeuble à côté de chez nous a explosé. C'était un bâtiment de l'armée. Si j'arrive pas à les joindre, j'appelle tous les voisins pour savoir s'ils sont sains et saufs. Lumilia voudrait rester en France. Elle se donne 6 mois pour apprendre la langue et trouver un travail. Comme Jézébel, elle souhaite que les restos du cœur ne soient qu'une étape. Monsieur Barthélémy, je suis un peu en retard. C'est pas grave, hein. Bonjour. Bonjour. Christine, 57 ans, est auxiliaire de vie sociale dans le Var. Elle vient en aide aux personnes dépendantes, comme Denis, handicapé après un accident du travail il y a 16 ans. Cette semaine, donc on part sur le pot-au-feu, friand. Oui, friand, rôti avec pommes de terre, champignons. Elle doit préparer le menu de la semaine, récurer la maison du sol au plafond. Voilà. Un travail physique, Voilà. 130 heures par mois, Pour les vitres. rémunéré au SMIC horaire, 1176 € net, avec sa prime d'ancienneté. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'aide à domicile? C'est d'être utile. C'est d'être utile parce qu'en fait, si je venais pas, ce monsieur, il vivrait dans la crasse, il aurait pas de quoi manger. Et puis là, grâce à moi, les gens, ils ont une vie qui est plus belle, quoi. Eh bien, monsieur Barthélémy, c'était je vous ai laissé une douce odeur de fraîcheur. Oui, ça me fait plaisir. À la prochaine. Christine travaille depuis 12 ans comme auxiliaire de vie. Des prestations qu'elle réalise avec une voiture achetée à crédit, 3 500 €. Un investissement incontournable. Sans voiture, j'ai pas de boulot. Donc, non, c'est le plus important. D'ailleurs, c'est dans le contrat de travail, il faut avoir un véhicule perso pour travailler. Depuis plusieurs mois, la colère des Gilets jaunes a braqué les projecteurs sur la vie quotidienne des salariés qui, comme Christine, sont rémunérés au SMIC. 1204 € net par mois pour un travail à temps complet. Un salaire minimum qui ne permet plus aujourd'hui de garantir une vie à l'abri de la précarité. À travers la France, plusieurs familles nous ont raconté leurs difficultés. À la veille de la retraite, Christine ne s'en sort que grâce à la générosité de ses proches. Maman célibataire, Céline a recours à une association caritative pour donner à manger à ses 2 enfants. Linda, Eric et leurs 3 enfants vivent avec un SMIC pour 5. Prise à la gorge, Linda s'est reconvertie en chasseuse de bons plans pour nourrir sa famille. Tous travailleurs à plein temps, mais condamnés à vivre au minimum. Des voix qui portent la souffrance de près de 2 millions de smicards en France. Divorcée, Christine vit seule dans ce studio de 30 mètres carrés. 430 € de loyer auquel il faut ajouter le téléphone, l'électricité, les assurances et le carburant. Malgré la hausse de la prime d'activité, il ne lui reste que 300 € pour les dépenses de la vie courante et les imprévus. Dans son frigo, du pain, quelques conserves et quasiment jamais de viande. Ma garde-robe. Pour prendre soin d'elle et s'habiller, c'est le système D. Voilà. Vous avez mon dressing. Alors non, mais ça me suffit tout à fait. Des choses, je sais pas, je trouve des choses. Là, c'était une solde, je sais pas, j'ai dû le payer 2-3 €. Voilà, ça, on me l'a donné, ça. Pour le parfum, elle a sa petite combine.
J'ai des clientes qui achètent des produits d'hygiène, on leur donne des échantillons. Bah, ils savent pas quoi en faire, ils ont leur parfum qu'ils ont l'habitude, allez hop. Après vous dites que vous êtes smicard, vous arrivez chez les gens qui sentaient Chanel. C'est lequel celui-là? Mademoiselle, voilà. C'est classe quand même. Christine n'a pas toujours vécu à la limite de la précarité. Elle a connu une enfance heureuse et insouciante sous les cocotiers, grâce au travail de son père. La famille a vécu au Sénégal, en Martinique et 2 ans à Tahiti. Alors j'avais un papa dans la marine qui m'a fait beaucoup voyager. C'est toujours moi. Moi, je devais avoir 14-15 ans, avec ma petite sœur devant une cascade. On allait laver la voiture de mon père. À son arrivée en métropole, Christine tombe amoureuse d'un gendarme, avec qui elle aura 3 enfants. En 2004, le couple se sépare. Elle vit alors avec son SMIC, plus 1 300 € de pension alimentaire que lui verse son ex-mari. En 2012, tout bascule. Les enfants sont majeurs, plus de pension. C'est le début de la galère. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Je veux dire, la maladie, je sais pas, un accident. Moi, c'était un divorce. Oui, ma Vivi? Salut, toi. Pour l'instant, Christine garde la tête hors de l'eau grâce à ses enfants. T'as pas monté la petite? T'avais pas le temps? Non, elle était un peu malade en plus. Sa fille, Virginie, 31 ans, aide maternelle également au SMIC, lui a prêté 1 500 € pour changer de véhicule. Son fils, Sébastien, 28 ans, est boulanger. Je sais pas s'il est venu voir sa sœur ou sa mère. Il lui apporte du pain frais et il a prêté 1 000 € pour la voiture. On a descendu peu à peu. En fait. Moi, je lui dis souvent d'aller voir ailleurs si ça serait pas mieux, justement, parce que c'est très... Enfin, on la voit fatiguée, on la voit surtout s'investir énormément. Ben, on se dit que voilà, c'est peut-être justement mal rendu, que le salaire n'équivaut pas du tout à l'investissement qu'elle met dedans. Oh. Christine aime son travail. Là, c'est ma place, là. Même si à 57 ans, elle n'a aucune perspective d'évolution salariale. Et la retraite qui arrive à grands pas n'est pas pour rassurer ses enfants. Je pense qu'il va falloir qu'on l'aide. Moi, je pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir toute seule. Il m'annonce que je serai à taux plein à 64 ans, avec 900 € par mois. Donc je peux m'arrêter à 62, mais ça sera 700 et quelques. Et je peux, avec plaisir, on m'annonce que je peux travailler jusqu'à 67 ans si je veux arriver à 1 000 €, quoi. Si je veux 4 chiffres, il faut que je tienne encore 10 ans. En attendant de la rembourser, Christine partage la voiture avec sa fille. Bon, allez, ma Vivi. Allez. Tu me la ramènes lundi, là. Pour la Varoise, vendredi, c'est le repos du guerrier. Elle passe tous ses week-ends à se faire chouchouter dans le village d'à côté. Allez, ma résidence du week-end. Chez Serge, son compagnon. Ça va, t'es pas mort de faim? Non, c'est pas encore 21h. Tu sais que c'est à 21h, mort de faim. C'est vrai. Serge était contrôleur à l'Arsenal de Toulon. Il touche 2 500 € de retraite. Chaque été, il lui offre ses seules vacances de l'année. L'an dernier, c'était en Franche-Comté et en Lorraine. Et la cathédrale, il n'a pas voulu y aller. Il n'aime pas les lieux saints, en fait. J'y vais toute seule. Il va au bar et moi, je vais au lieu saint. Et ça, c'est Saint-Claude, ouais. Ah ouais, dès qu'on voit un musée, on s'arrête. On les a tous faits. Hein. Un rêve éveillé, c'était. Serge s'est aussi porté garant pour l'appartement de Christine. Et il lui prête régulièrement sa voiture quand elle en a besoin pour travailler. C'est vrai que, heureusement que je sais, hein, je veux dire, franchement. C'est l'aide, l'entraide, enfin, moi, je vis que de ça, en fait. C'est pour ça que j'ai le pire, c'est la solitude. Hein. Franchement, le pire, c'est la solitude. Une smicarde qui réussit à vivre grâce à la solidarité de ses proches. D'autres n'ont pas cette chance. Dans cette maison de retraite, au nord de Montpellier, Céline veille toutes les nuits au chevet des résidents. Oui, il faut rester au lit, parce qu'il est très tôt, là. Voilà, je vais m'excuser, il y a un petit peu de place. Nous sommes nombreux. Oui. Allez, je vous laisse. Merci, madame. Allez, bonne nuit. Bonne journée à vous. Céline, 43 ans, vit seule avec ses 2 ados. Après 2 ans de chômage,
elle a trouvé il y a 4 mois ce poste de nuit comme auxiliaire de vie, rémunérée au SMIC. J'en ai profité parce que mes enfants sont grands maintenant. Donc ils peuvent s'assumer la nuit. Puis je sais que j'ai du monde autour de moi dans la résidence, que s'il y a un souci, ils peuvent faire appel à mes voisins. C'est pas trop dur le travail de nuit au niveau de la forme? Ah mais on s'arrête pas comme ça, on voit pas les heures passer. Céline travaille 35 heures par semaine. Depuis ses 18 ans, elle a toujours été auxiliaire de vie, longtemps en milieu psychiatrique. Ça, je le mets là-bas. Toujours rémunérée au SMIC. Dans cette maison de retraite, Céline s'occupe de la buanderie, du nettoyage et du bien-être des pensionnaires. Bonjour. Le plus pénible, c'est de voir les personnes en détresse. Je pense que c'est le plus dur. De les voir mal, de pouvoir rien faire pour eux. 7 heures du matin, Céline a fini sa journée. En travaillant de nuit, elle ne gagne que 60 centimes de plus par heure. 1 250 € net à la fin du mois. Est-ce que parfois vous vous dites à quoi bon travailler autant pour gagner pas assez en fait? C'est vrai que parfois ça me fait râler parce que bon, quand je vois qu'il y en a qui sont au RSA et qui touchent pratiquement plus que nous, qu'eux, ils peuvent partir en vacances, que nous, on ne peut pas partir en vacances. C'est dur d'entendre des gens qui me disent « Ouais, moi, je pars en vacances. » Je fais « Ouais, mais tu fais comment? Tu ne travailles pas ?»« Ah ouais, mais nous, on a des aides, on peut partir. » D'accord. Céline se sent parfois appartenir à la tranche des oubliés. Elle n'a pas manifesté, mais elle soutient les Gilets jaunes. Elle aussi ressent aujourd'hui le besoin de se faire entendre, au-delà de ses 4 tours, entre lesquels elle a passé toute sa vie. J'ai vécu au 12e. Après, je suis allée vivre ici avec mes parents. Après, quand j'ai voulu prendre mon indépendance, je suis allée dans le bâtiment là-bas de l'autre côté. Quand on a eu ma fille, je suis partie dans celui-là de bâtiment. Quand je me suis séparée, pour changer, je suis revenue ici. C'est toute votre vie ici? C'est ma vie. Il y a 5 ans, Céline a emménagé au 5e étage, dans ce logement social de 4 pièces, qu'elle paye 648 € par mois. Elle vit avec Guillaume, son fils de 18 ans déjà parti au lycée, et Kathleen, t'es réveillée, c'est bon? Sa fille de 15 ans. Allez, ça suffit, oui. Allez, voilà. T'es prête pour aller à l'école? Ouais. Enfin, pas encore. Pas encore? Tu finis de te préparer? Non. T'as déjeuné? Non. Non. Cette maman solo ne touche pas de pension alimentaire, car le père des enfants est insolvable. Entre les allocations familiales, l'aide au logement, la prime d'activité et son salaire, Céline touche 2 200 € par mois, sur lesquels, après déduction des charges fixes, il ne lui reste que 750 € pour vivre, avec ses 2 enfants. Ciao, à midi. Midi. Ces faibles revenus n'ont pas toujours permis à Céline de nourrir sa famille correctement jusqu'à la fin du mois. Pourtant, ses ressources sont trop importantes pour qu'elle puisse prétendre au Resto du Cœur, tout comme aux autres associations d'aide alimentaire. Mais il y a 2 ans, Céline a découvert dans son quartier une exception en France, une association qui s'adresse exclusivement aux salariés précaires. Bonjour Céline. Tu vas bien? Oui. Pas trop fatiguée? Oh, si. Ça va? Voilà Céline, ton panier. Corinne va t'aider à remplir tes trucs. Ça, c'est pénible, ça. Je te dois 5 € la semaine dernière. Pour 5 €, Céline récupère un panier de provisions d'une valeur de 65 €. Ah ben, en fait, pour Céline, on a beaucoup du sec, des céréales, des yaourts, du jambon, des compotes, de la mozze. Donc c'est assez varié. Des invendus offerts par les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous en pensez du panier du jour? Ah, il est pas mal, hein. Les enfants vont être contents, surtout ma fille qui aime les céréales. Mon fils, le jambon pour ses sandwichs pour aller au lycée, donc c'est bon, tout est impec. Comment vous feriez si vous aviez pas ça? Eh bien, on serrerait un peu plus la ceinture.
Les filles, vous avez encore des produits frais là. Marie Fernandez a créé cette association il y a 5 ans, après s'être retrouvée elle-même avec son mari et ses 3 enfants, en grande précarité. Elle avait décidé de monter son entreprise avec son conjoint. Et pendant des mois, ils n'ont pas pu se verser de salaire. On n'avait plus le droit aux aides en fait, de l'État et du coup, on s'est retrouvés dans le besoin. Et on a essayé de trouver des associations qui pouvaient répondre à notre besoin par rapport à notre statut de salarié ou de gérant de société. Et on a eu toutes les portes qui se sont refermées parce qu'aujourd'hui, en France, lorsqu'on est salarié au-dessus du SMIC ou limite du SMIC ou jeune entrepreneur ou gérant d'une société, eh ben, on n'a pas le droit d'aide. Alors ici, Marie a décidé d'aider exclusivement ceux qui travaillent, sans pour autant joindre les deux bouts. Depuis la création de l'association, elle a nourri plus de 675 familles de salariés. Et un panier. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va? Camille est agent d'entretien, rémunéré au SMIC. Il vit avec sa femme, mère au foyer, et ses 3 enfants. Ça fait je sais pas combien d'années que je travaille. J'en ai tout le temps fait les efforts. J'ai jamais dépendu de personne. Et aujourd'hui, je dépends. C'est pas normal. Et pourtant, je bosse. Et ça fait des années que je bosse. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, je vois la misère. Tout simplement, il y a, à notre époque, à moi, je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, on ne voyait pas des vieux retraités fouillés dans les poubelles. On les voit aujourd'hui à Montpellier. Camille a pourtant bénéficié ce mois-ci de 110 € de hausse de sa prime d'activité. Une des annonces d'Emmanuel Macron. Il a dit en janvier, il va y avoir une augmentation de 100 €. Mais il ne nous a pas dit qu'en janvier, il allait y avoir aussi l'augmentation de l'alimentation. Ce qui est notre base à nous, l'alimentation, c'est voilà, c'est là où on met le plus d'argent, quoi, en fait. Ça sert strictement à rien, quoi. C'est vraiment, c'est le jeu du yo-yo, tout simplement. Oui, merci. Depuis début février, une loi visant à protéger le revenu des agriculteurs a induit une augmentation des prix de 4 % des produits les plus vendus dans les hypermarchés. Hop là. Merci. De rien. Si Céline demande de l'aide à cette association, c'est aussi parce que depuis plusieurs mois, elle a un besoin urgent de mettre de l'argent de côté. 183 000 km et des pannes à répétition. Sa voiture vieille de 15 ans est en train de la lâcher. Elle doit la remplacer. À force d'économie, elle a pu mettre 1 500 € de côté. Et pour la première fois de sa vie, la banque lui a accordé un prêt. 8 000 €. Et alors ça va être au détriment de quoi? De sortie, pour m'habiller. Pas les enfants, parce que je priverai jamais les enfants. Si je dois acheter des habits, ça sera aux enfants et j'attendrai pour moi plus tard, quoi. J'attendrai. Céline devra rembourser 143 € par mois pendant 6 ans. Bonjour. Alors, déjà, des photos pour vos proches. Comme ça, ils verront le magnifique véhicule que vous allez avoir très prochainement. Une voiture d'occasion low cost, le modèle le plus vendu en France, mais surtout celui dont Céline rêvait. Ça fait longtemps que vous n'étiez pas offert quelque chose d'autant de valeur? Je crois que je ne me suis jamais offert un truc d'une valeur, de cette valeur. C'est la première fois. Félicitations. Merci. Pour une fois, je me fais plaisir à moi, on va dire. Un plaisir à crédit qui annonce des années de sacrifice pour Céline. Supprimer loisirs et sorties, ça a aussi été le quotidien de cette famille pendant des années. Aujourd'hui, c'est terminé. Choisissez. 1 à 2 fois par mois, Linda, Eric et leurs enfants, Léna et Mathéo, s'offrent une soirée au restaurant. Ça, c'est le poisson. Ça, c'est des nuggets de poulet. Et là, t'as l'hamburger. Ce soir, il ne manque que leur fils de 19 ans, étudiant à Bordeaux. Je vais un truc là. Tu veux boire quoi? Moi, je vais prendre un Coca-Cola. Je regarde pas les prix, je regarde ce qui nous plaît. Là, c'est détente, on pense à rien. Pourtant, cette famille de 3 enfants ne vit qu'avec 2 045 € par mois. Le SMIC d'Éric, employé dans une station-service, des allocations familiales et les indemnités de Linda, au chômage depuis 8 mois.
Et voilà la note. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Ah bah oui. Vous avez mangé, hein? Ouais, ouais. Vous en avez pour combien? Pour 89,90 € à 4. Donc on se fait un joli petit plaisir Ouais, là. c'est un bon plaisir. Ouais. Ouais. Le temps d'une soirée, on oublie tout. C'est tout bon? Ouais. Oublier des années de galère et de fin de mois à découvert, c'est aujourd'hui possible car Linda s'est imposée avec sa famille une discipline de vie draconienne. Allez, c'est parti. En un an, cette mère de famille de 40 ans est devenue la reine des bons plans. Le déclic a eu lieu en juin dernier, quand elle a perdu son poste d'auxiliaire de vie scolaire. Elle a alors cru perdre pied. Vous savez, quand en fin de mois, vous arrivez, que vous devez chercher 1 € dans vos poches pour acheter du pain, voilà, cette galère, on l'a connue. Quand vous recevez une facture, vous vous dites, mais comment je vais faire? Voilà. Et vous allez voir, l'assistante sociale, elle ne peut pas vous aider parce qu'il y a pire que vous. Ça, je m'en rends compte qu'il y a pire que nous. Mon mari a un travail, voilà, bon. Mais voilà, on se dit, on a des enfants, comment on va faire? Sa solution, cumuler chaque matin promos et coupons de réduction pour ne presque plus rien payer. Le café, je vais le prendre. Ça aussi, c'est important. Ils viennent d'où tous ces bons? Alors, ceux-là, par exemple, c'est en caisse, on me les donne. Donc, je les garde bien de côté. Voilà. Donc, beaucoup en caisse. Après, je les récupère dans les rayons. Aujourd'hui, elle a repéré un fromage sur lequel elle peut cumuler 5 réductions différentes. J'ai 50 centimes sur un Saint-Albré. Voilà, 50 centimes. Donc, c'est pas mal, ça. En remboursement, RB. 45 centimes de remboursement. Et là, j'ai 30 centimes. Donc, 2,10 moins 0,70. Sur ce produit à 2,10 €, une fois les réductions et offres de remboursement déduites, moins 0,30 remboursement. Linda va même gagner de l'argent. Ça me fait bénéfice de 17 centimes. Ça veut dire qu'en achetant un fromage, vous gagnez de l'argent? C'est ça. Voilà. En essayant de tout cumuler, j'essaie d'avoir du bénéfice. Voilà. J'ai trouvé que cette solution pour gagner du pouvoir d'achat et éviter de trop sortir d'argent en caisse, en fait. Tout simplement. En procédant ainsi sur chaque produit, son budget course a baissé de 70%. Et pour les 30% restants, Linda a trouvé un moyen de ne plus sortir du tout sa carte bleue. Payer avec des chèques cadeaux qui ne lui coûtent rien. Il y a quelques mois, elle a adhéré à une coopérative solidaire qui vend ses chèques cadeaux valables en supermarché. Elle en a acheté des dizaines pour payer ses courses. Plus elle en utilise, plus elle gagne du crédit d'achat sur son compte fidélité. Yes. On a encore 90 € de fidélité sur MRC. Pas mal. Je suis contente. Oui. Avec ses crédits offerts, elle peut commander gratuitement de nouveaux chèques cadeaux. Ça a été long, hein. C'est pas du jour au lendemain que j'ai eu mes chèques cadeaux gratuits. Ça a été sur des longs mois. Ces chèques cadeaux gratuits continuent à leur tour à générer du crédit. Un cercle vertueux qui aujourd'hui leur rapporte 200 € par mois pour faire leurs courses. Trouver tous ces bons plans est presque devenu un travail à temps complet. Linda y passe plus de 20 heures par semaine. Dans les rayons, pas d'improvisation. Linda suit la liste des promotions qu'elle a repérées. Elle ne s'autorise aucun écart. Le passage en caisse est tout aussi organisé. Pourquoi vous séparez vos courses, Linda? J'ai ma façon de procéder, en fait, pour que ça me revienne moins cher. Linda sépare ses courses en 3 pour payer en 3 fois. Car en plus de ses bons de réduction et de ses chèques cadeaux gratuits, elle utilise sa carte du magasin. Et voici. Voilà, Est-ce que super. vous avez la carte de fidélité? Oui. Madame. Chaque passage en caisse lui permet de cumuler des remises sur sa carte fidélité. De l'argent qu'elle utilise immédiatement au panier suivant. Super.
Donc je vous enlève les 5,53 € voilà. sur votre carte. Au total, après de minutieux calculs, pour un caddie d'une valeur de 82 €, Linda n'a rien payé. Quoi de mieux, quoi? Je crois qu'il n'y a pas. Et vous êtes fière d'elle, vous? Ouais, très. J'en parle beaucoup d'ailleurs. Très. Nourriture, vêtements, électroménager, vivre à prix réduit est devenu un mode de vie qui nécessite quelques aménagements. Linda a dû se fabriquer un petit supermarché à domicile. Vous en avez énormément, là? Pour une famille de 5, je pense que c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire des mois blancs. Ce que j'appelle des mois blancs, ça veut dire ne pas faire de courses pendant 1 ou 2 mois. Juste le nécessaire, ça veut dire fruits et légumes. Et de vivre de ses réserves. 5 mois par an, Linda et sa famille vivent sur leurs provisions. Alors la viande, vous faites comment? Vous en avez ici? Oui, j'avais fait une opération dans une grande surface il y a à peu près 2 semaines. Donc la viande en prix de revient m'était revenue à 60 € et j'avais eu plus de 30 kilos de viande, que ce soit bœuf, veau, porc, voilà. Soit 2 € le kilo. Pour la première fois depuis des années, Linda et Eric payent leurs factures en temps et en heure. Et ils finissent même le mois avec un solde positif sur leur compte. Le fruit d'une discipline sans faille. Des fois, je craque. Des fois... Ouais, des fois, c'est pas facile, ouais. Parce que c'est du boulot, c'est... Voilà, mais bon. Quand on regarde à la fin du mois ce qu'on a gagné, on est quand même content de le faire. Je suis exigeante envers moi-même, en fait. Je ne vais pas faire d'erreur. En fait, j'ai la peur de retomber dans le système des factures qui étaient payées en retard. Donc, un écart de 10 centimes, voilà, j'en suis toute retournée. Pourtant, voilà, c'est que 10 centimes. Mais je me dis, 10 centimes par 10 centimes, on peut vite retomber dans dire, bon, ben, voilà, je me mets des exigences voilà, pour le bien-être de ma famille, voilà. Et vous, qui êtes celui aujourd'hui le seul qui travaillait, est-ce que parfois vous avez la frustration de vous dire je travaille tous les jours à plein temps et c'est pas suffisant en fait? Ouais. Ouais, parce que vous vous levez tous les jours pour aller travailler et puis en fait, bah, pour gagner un SMIC. Et en fait, vous vous dites que quand à peine le mois il commence, qu'il n'y a plus rien, quoi. Parce qu'en fait, ça part trop vite. Et qu'on aimerait que le SMIC soit plus haut, justement, pour pouvoir s'en sortir. Et heureusement qu'on arrive à faire ça, des bons plans, pour arriver justement à boucler le tout à la fin du mois, quoi. Ce soir au menu, pâte à la bolognaise, fromage, un repas pour 4 à 53 centimes. Grâce aux prouesses de Linda, la famille a même réussi à mettre 700 € de côté. Des économies en cas de coup dur. Cela fait 1 an et demi que Vivien, 23 ans, sillonne la campagne picarde à la recherche d'un emploi. Le fait qu'il y ait vraiment un nombre très limité d'entreprises dans lesquelles on peut postuler, c'est vraiment quelque chose qui pose problème du côté de la campagne. Sa région, la Picardie, compte le plus fort taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans en France, soit 1 jeune sur 3. Vivien a pourtant fait des études supérieures. Il a un niveau BTS en comptabilité. Mais aujourd'hui, il s'est résigné à postuler comme manutentionnaire en supermarché. Bonjour, je me présente, je m'appelle Vivien Guedoren et je me présente à vous aujourd'hui parce que donc, je suis à la recherche d'emploi. Tout ce qui est inventaire ou commande. Donc je vous donne mon CV. D'accord. Donc là, vous êtes disponible dès maintenant, c'est ça? Oui, dès maintenant. Vous, sur les gens qui postulent, est-ce que vous en prenez beaucoup? La majeure partie du temps, c'est non. Il n'y a pas beaucoup de... Puis on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, et nous, en priorité, je vois l'été, on va prendre les enfants des salariés. Hein, Eric?
Je disais en priorité, on prend les enfants des salariés. Le responsable de ce magasin n'est pas surpris de voir postuler des profils comme celui de Vivien. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que déjà, c'est vrai qu'en ayant Bac+2, on devrait trouver quand même plus facilement. C'est quand même pas normal voilà, de se rabattre sur des emplois comme du rayonnage, quoi. En Bac+2, il y a une logique qui n'est pas... Là, ça va pas, quoi. Maintenant, c'est vrai qu'on en rencontre de plus en plus. Ce jour-là, Vivien va démarcher les 4 enseignes situées dans un périmètre de 30 km autour de chez lui. Rayonnage ou même caisse, voilà. Il n'y a pas de souci, je prends votre CV, je le mets sur le bureau du chef. D'accord. Et puis au besoin, il vous appelle. Je vous remercie. En 1 an et demi, il a déposé plus d'une centaine de CV. Sans résultat. Comme près de 2 millions de jeunes en France, Vivien vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Moins de 950 € par mois. N'ayant jamais travaillé, il ne peut pas toucher le chômage. Il n'a pas non plus droit au RSA, puisqu'il a moins de 25 ans. Sans aucune ressource, il est contraint de rester habité dans le petit pavillon de sa mère, aujourd'hui divorcée. Comment ça a été? J'ai été déposé donc un CV à Oisemont. Donc pas beaucoup de chance d'avoir la place. La mairie? La mairie fermée, donc j'ai pas été voir la permanence, j'irai un autre coup. Il n'y a pas de boulot pour les jeunes, rien. À chaque fois, c'est pareil, hein, pas d'expérience, tout ça, à chaque fois. Je sais pas, moi, un jeune, bon, tu as quand même fait beaucoup de stages, hein. Ils étaient contents de toi. Tous les stages que tu as fait à KPMG, tu as travaillé en mairie, et tout le monde était content de toi. Mais bon, il n'y a pas de travail, quoi. Corinne, ancienne auxiliaire de vie, souffre d'une maladie aux intestins qui l'empêche de travailler depuis 1 an. Avec sa prime handicapée et son chômage, elle touche moins de 800 € par mois. 73, 42, oui. Alors elle est obligée de tenir une comptabilité au centime près. Il y a de la pharmacie aussi, bon, je l'ai noté là. Assurance habitation, c'est passé. 21,76, 10,71, ça c'est mon téléphone. L'eau, 26,90. EDF, 119. Je vais avoir 721,15. Moins 557,74 de facture. J'ai tout décompté, tout ça. Normalement, il reste 163,42 pour l'alimentation. Voilà. Concrètement, comment est-ce qu'on vit à 2 sur 160 € par mois? Difficilement. C'est à peine s'il nous reste du 10 €, voire moins à la fin du mois. Les restes, ça n'existe pas chez nous. On mange tout. Hein. On jette rien. Même des yaourts, la date elle est passée, même un mois après, on les mange. Hein. Moi, je suis pas, je regarde pas aux dates. Puis les machines à laver, je les mets à heure creuse. Ça, oui. Un quotidien de privation devenu intolérable pour Vivien. Là, il faut que je trouve quelque chose, là. Disons que ça peut plus durer comme ça, quoi. Là, la situation dans laquelle je suis actuellement, j'en veux plus. Pas d'emploi, pas de revenus. En 1 an et demi, la seule chose que Vivien ait réussi à décrocher est une formation financée par la région. On va essayer de cibler les métiers dans lesquels on recherche, il y aurait des emplois à proposer aux personnes. Donc, les secteurs d'activité porteurs en Picardie, vous avez le bâtiment, on a l'agriculture, hôtellerie, restauration. Ça sont des métiers porteurs. On va demander aussi de l'aide à la personne, avoir 2 projets professionnels. Ces formatrices vont essayer d'orienter les participants vers des professions qui recrutent. Il y a des métiers qui ont une mauvaise image, on va dire, comme l'hôtellerie-restauration. La restauration, être serveur, c'est vrai que ce sont des horaires décalés, mais en même temps, il y a de l'embauche. Mais peut-être que ça m'intéresserait. Je vais essayer. Pendant les 3 mois de formation, les jeunes doivent décrocher des stages de 2 semaines dans 3 secteurs porteurs. On va y arriver. En échange de quoi, ils perçoivent une allocation de 300 € par mois en moyenne. Toujours mieux que rien. Plus on reste comme ça, Je me sens bien ici, oui. Les chiffres sont peu encourageants. Sur 15 personnes,
un tiers trouvent en général un emploi à l'issue de cette formation. Vivien peut encore compter sur la solidarité familiale. Mais ce n'est pas le cas de tous ces jeunes qui vivent sous le seuil de pauvreté. La topoisodérase, elle est capable de couper un brin d'ADN. Dans ce cours de biologie moléculaire, 300 étudiants en licence. Au dernier rang de l'amphithéâtre, Louise, 21 ans. C'est des études qui vont me permettre, si j'arrive à aller jusqu'au bout, à travailler en tant qu'ingénieur, cadre dans les laboratoires, que ce soit en pharmaceutique, en cosmétologie ou en recherche, plusieurs domaines. De grandes ambitions. Sauf que ce jour-là, elle est incapable de suivre le cours. Épuisée, elle finit par le quitter, 1 heure avant la fin. Une grande fatigue, car la vie de Louise n'a rien à voir avec celle des autres étudiants. Comme Vivien, elle vit sous le seuil de pauvreté. Salut mon petit gars. Son seul soutien, c'est Nicolas, son compagnon de 24 ans. Il vient de trouver un emploi de pizzaiolo, mais n'a pas encore touché son salaire. Louise, elle, a fait une demande de bourse qu'elle ne percevra que dans 1 mois. En attendant, ses parents divorcés ne peuvent pas l'aider. Mon père est absent et ma maman a connu de gros soucis financiers. Parce qu'elle a monté une entreprise qui malheureusement a coulé. Elle n'a pas les moyens financiers de m'aider comme aujourd'hui malheureusement beaucoup de parents pour leurs enfants qui veulent faire des études. Sans revenu ni famille sur place, ils n'ont pas pu trouver de logement. Ils vivent donc dans leur camion, qu'ils garent tous les soirs sur ce parking de zone industrielle. Hop, mon petit chat. Dans ces 6 mètres carrés, pas de cuisine ni de salle de bain. Pas de chauffage non plus. Seul un matelas qui sert aussi de bureau à Louise. Alors. Comme voilà, on est dans un espace confiné, que du coup j'ai pas de bureau pour ranger mes cours, j'ai pas de lieu vraiment pour bien étudier, ça me demande une rigueur d'autant plus importante pour bien ranger mes cours, bien ranger mes affaires, pour bien s'y retrouver à chaque fois. Et ah bah zut, c'est où si c'est pas ça? Ce jour-là, elle doit justement réviser sa biologie. Mais la plupart de ses cours sont restés dans le coffre de sa voiture. T'as pas trouvé mes clés de voiture au passage? Non. Tu peux chercher dans les tiroirs? Je sais où j'ai mis dans le tiroir. 2 heures de recherche, 2 heures perdues pour ses révisions. C'est que tu cherches de l'autre côté, Nounou, pour Et Maline? Elles étaient où? Dans le sac. Dans quel sac? Ben, le noir. Mais pourquoi elles étaient dans le sac noir? J'en sais rien. C'est une blague. Bon, je voulais récupérer quoi? Mon TP. J'ai quand même tous mes papiers importants dans ma voiture, j'ai tous mes bulletins de paie, j'ai mon sac à main avec mon portefeuille, j'ai ma carte grise de ma voiture. Ouais, j'ai toute ma vie dans ma voiture, quoi. C'est pour cette raison que Louise ne veut pas s'en séparer. J'ouvre mon coffre et j'ai tous mes cours. Ça, c'est mon gros bazar actuel. Pourtant, cette voiture est un gouffre financier. Entre le crédit et l'assurance, elle lui coûte 350 € par mois. L'argent qu'elle avait mis de côté, une aide mensuelle de ses grands-parents, tout y passe. Mais paradoxalement, cette voiture lui permet aussi de faire quelques économies sur son budget alimentaire. Une fois par semaine, elle se rend à 12 km de là, dans le quartier défavorisé du Mirail, où s'est installée une supérette pour les plus démunis. Ça va? Ça va. Bonjour. Vous allez bien? Et toi? Oui. T'es informé? Un peu maladouille, hein? Un peu, ouais, en même temps, comme tu Ouais, ça s'entend. Dans cette épicerie solidaire, principalement tenue par des bénévoles, tous les produits proviennent de dons ou d'invendus de la grande distribution.
Du lait, tu veux pas de lait? Mais je peux pas le garder dans le camion. Ah oui. Après, on a reçu du chorizo, du saucisson. Un peu de charcuterie, ça fait du bien, ça. Un peu de charcuterie. Hein? Allez, avec un peu de pain, du beurre et terminé. C'est les prix qu'il y a dans les épiceries normales, mais eux ne payent que 10% du prix. C'est-à-dire, s'ils font 100 € de course à la fin, ils donnent 10 €. C'est pour les aider dans la vie, pour qu'ils puissent manger un peu de tout. Pour bénéficier de ces tarifs avantageux, il faut justifier auprès de l'association d'un reste à vivre inférieur à 8 € par jour. Ça me permet de manger des fruits et des légumes, vraiment pas cher. Et deux, du coup, on est tellement entré dans une logique de on peut pas se permettre d'aller faire les courses dans une surface qu'on n'essaye même plus d'aller voir. Aujourd'hui, Louise a acheté des fruits, du chorizo, des produits d'hygiène et d'entretien, le tout pour 8,50 €. On met en crédit. En crédit et je te ramène tout la semaine prochaine. Oui, pas de souci. Ça te dérange pas? Non. Merci beaucoup. Avec plaisir. Chaque jeudi, la responsable de cette association accueille exclusivement les étudiants en situation de précarité. En 5 ans, elle a vu leur nombre doubler. Il y a les bourses qui ont baissé au niveau des montants. Et puis je pense que c'est aussi dû à la précarité aussi dans les familles. Donc c'est un effet de boule de neige. Allez, c'est parti. Bonne semaine. À vous aussi. Salut. Au revoir. Merci, au revoir. Pour se laver, le filon de Louise, c'est la piscine municipale. 1,40 € l'entrée. Les bains-douches sont moins chers, mais ils sont fermés à cette période. Tu te sens mieux dans la peau, tu te sens mieux dans le corps déjà, et puis tu te sens encore mieux quand on n'aurait plus cette sensation de sentir mauvais autour de nous et de déranger les personnes autour de nous. Un sentiment dégradant. Elle n'a le temps de se doucher qu'une fois par semaine. En plus de ses études, pour tenter de s'en sortir, elle travaille depuis 15 jours dans un restaurant. C'est une deuxième vie. Maintenant, j'oublie totalement mes études, mes cours, et je pars pour une vie de serveuse. Pour déboucher ce soir. Je te prends le tabac, Nounou? Un salaire de 800 € net par mois pour 5 soirs par semaine. Et ta petite. Hop, allez, go. Maigre consolation dans cet emploi du temps frénétique, Louise n'a qu'à parcourir 50 mètres pour se rendre dans cette enseigne qui a refusé de nous laisser filmer. « 23 h. Cela fait 16 heures que Louise est debout. C'est fatigant à la fois physiquement parce qu'on sent son corps tout mou et tout flasque, et nerveusement parce que on a envie d'hurler mais pas la force d'hurler, donc souvent le soir, ouais, c'est dur. C'est la fatigue en fait qui nous fait être dans ces états-là. Clairement, c'est la fatigue. C'est l'envie d'arriver, la question de est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va être capable de tenir 4 ans avec un rythme comme ça pour réussir à financer les études et avoir le diplôme qu'on veut. C'est dur. Et c'est le soir souvent qu'on se pose la question comme ça, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête, quoi. Ouais. Les jeunes comme Louise, contraints de travailler pendant leurs études, ont 2 fois plus de risques d'échouer. Non, j'attends, on va se coucher. Alors pour toute cette génération de jeunes précaires, comment croire en l'avenir ? Un avenir d'autant plus difficile quand on a un enfant à charge. Avec sa fille de 16 mois, Sophie, une mère célibataire de 20 ans, a trouvé refuge dans ce centre maternel de la Croix-Rouge en avril dernier. Tu veux regarder les travaux?
Il y a encore un an, cette Parisienne louait aux frais de ses parents un petit studio à Versailles, où elle était étudiante en première année de sociologie. Quand elle tombe enceinte, son père, un informaticien de 56 ans, lui coupe les vivres, car elle a décidé de garder le bébé. J'étais triste, j'étais un peu en colère aussi. J'avais l'impression de ne pas valoir le coup, quoi. Parce que j'ai un enfant, je ne vois plus le coup d'être aidée, je ne vois plus le coup d'être soutenue. Ici, au centre, elle paye 100 € pour un studio de 30 mètres carrés. Et parce qu'elle est mère célibataire, elle touche des aides, ainsi que le RSA. 840 € par mois. Pour 15 € par mois seulement, le centre lui donne aussi accès à une crèche. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Oh bah oui, tu tousses, dis donc. Ouais, elle tousse. On fera des soins de nez. Hein. On aura bien besoin. Son enfant pris en charge, Sophie a du temps pour préparer son avenir. Ah. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Pas de problème. Merci. Allez, comme d'hab. Allez là. Une fois par semaine, elle prend 2 heures de cours de conduite. Elle aimerait en prendre davantage, mais à 40 € de l'heure, elle n'a pas les finances pour y aller plus souvent. Allez, c'est parti. Allez, osez être plus dynamique. Tu as réclamé le périph', on va aller te donner un peu de périph'. Sophie mise sur le permis pour trouver du travail. Ça va vraiment lui débloquer, je crois, la vie. Après, c'est pas parce qu'on a le permis, on va aller tout droit. C'est pas parce qu'on a... La 3, s'il te plaît. C'est pas parce qu'on a le permis qu'on trouve du travail ou qu'on a des formations ou des choses comme ça. Mais des fois, ils demandent le permis, même si les gens, ils en auront pas besoin après dans leur métier. C'est juste un truc qui permet une sélection. On ne serre pas les mains, on est détendu. Il existe bien des prêts à taux zéro pour les jeunes souhaitant passer leur permis, mais Sophie n'a pas cherché à en bénéficier. Et ben voilà, tu vois. Okay. Ah. C'est déjà mieux que la dernière fois. Hein. C'est mieux que la dernière fois, mais c'est moins bien que la prochaine. Parallèlement à son permis, la jeune femme a décidé de reprendre des études. Non mais prends pas les morceaux que tu sais que tu vas jamais manger. L'assistanat, ça n'est pas pour elle. Je touche le RSA aujourd'hui, mais mon but, c'est pas toucher le RSA toute ma vie. Au contraire, j'aimerais me sortir. Là, c'est une chance que ça existe, mais il faut aussi savoir saisir cette chance pour sortir de ça le plus vite possible. À demain. Bonne nuit. À demain. Tous les soirs, jusqu'à minuit, elle se remet à niveau dans l'espoir d'intégrer un BTS assistante de gestion à la rentrée prochaine et d'échapper à des statistiques cruelles. En 10 ans, le nombre de jeunes pauvres a augmenté de plus de 50%. Bonjour. Allez, vas-y. Tu prends pour deux ou tu prends pour deux? Chaque samedi, c'est un rendez-vous devenu vital pour Margot, étudiante en sport. J'ai l'essence à payer, j'ai le loyer. La distribution de l'aide alimentaire sur son campus. Ça fait plus d'1 mois et demi qu'on vient et au fur et à mesure, plus on vient, plus il y a du monde. Voilà. Plus il faut se lever tôt pour... En plus il faut se lever tôt, ouais. Là, ça fait combien de temps que vous attendez là? Là, ça va faire 2 heures. Venir du coup ici à la distribution, ça m'aide vachement parce que je peux faire à manger avec ce qu'on me donne sans forcément dépenser d'argent. Comme elle, près de 200 étudiants viennent se ravitailler gratuitement. Ils sont 3 fois plus nombreux qu'avant la crise sanitaire. Les coquillettes, ok, super. Elle est servie par une bénévole de l'association Vendredi 13 qui organise 2 distributions par semaine. Merci. Les étudiants, là, ils peuvent prendre autant qu'ils veulent ou Non, on essaye de répartir, donc un paquet chacun. Petit pain? Oui, je veux bien. Allez, merci. Les œufs, alors là, la plupart de ces denrées sont récupérées auprès de commerçants. Ce sont des invendus et des produits bientôt périmés. On donne 2, hein. Allez hop. Oui, super. Merci. Je peux avoir un avocat, s'il vous plaît? Alors vous allez tenir toute la semaine avec ça? Pour ça, toute la semaine, j'en ai assez, largement assez. Voilà.
Tu veux des fruits? Je veux bien des bananes, s'il vous plaît. Du coup, ça représente une économie de combien à peu près pour vous? Pour un sac comme ça, j'en ai pour 50 €. Donc franchement, c'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Parce que là, concrètement, sans ça, vous ne pourriez pas manger tous les jours, là. Bah, du coup, je pourrais manger que des pâtes ou du riz, sans beurre, sans gruyère, alors que le gruyère, c'est la vie, quoi. En France, avant la pandémie, Merci beaucoup. un peu plus de 20% des étudiants vivaient déjà sous le seuil de pauvreté. Pas de souci. Depuis le mois de mars, la précarité s'aggrave. La moitié des étudiants déclarent avoir du mal à s'alimenter correctement. Baguette normale, hop. Donc, du coup, tu vas en stage demain? Donc du coup, demain, stage de 8h midi. Attends, je suis là encore. Margot vit dans un logement universitaire avec son petit ami Lorenzo, étudiant en sport lui aussi. Et à 18h30, j'ai l'athlétisme en visio encore. Par contre, vendredi, il n'y a pas stage. Parce que Ils ont travaillé tout l'été pour mettre un peu d'argent de côté et s'offrir cet appartement à 510 € le loyer. On mange quoi du coup? Voilà, il nous reste. On a pris des courgettes samedi. Grâce à l'aide alimentaire, le frigo est bien rempli, mais les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Moi, je vais me faire des pâtes en plus. Et on prend les 3 courgettes, ça fait une courgette et demie chacun. Voilà. C'est bon? C'est bon, parfait. Entre sa bourse d'études et les allocations logement, Margot perçoit 230 € d'aide mensuelle. Pour compléter son budget, elle travaillait 8 heures par semaine comme entraîneur dans un club de natation. À la fin de mon contrat en juin, ils m'ont dit on est désolé, mais on vous reconduira pas parce que ça nous coûtera trop cher. On a pris trop cher avec le confinement et le Covid, donc on vous reprendra pas. Donc là, vous avez perdu 400 €. Donc là, j'ai perdu 400 € direct, j'avais pas du tout prévu. Depuis, Margot et Lorenzo se serrent la ceinture. Du coup, on fait plus attention, on va pas se faire des petits plaisirs. On va prendre, bon, la courgette, c'est super bon, mais c'est ce qu'on nous a donné. Je vais pas aller faire les courses et me dire, parce que la courgette au kilo, ça coûte super cher, parce qu'on arrive à regarder le moindre centime qu'on va dépenser. On a souvent faim, la collation à 4 heures, la collation à 4 heures, elle n'existe plus, quoi. Voilà, on a dû restreindre et le fruit, au lieu de manger à 16 heures, on le mange le soir, on le mange le midi, quoi. On casse un peu les repas. Pour la lessive, du coup, avant, j'ai acheté de la lessive toute faite. Et en fait, j'en suis arrivée à faire la lessive moi-même. Un bidon de lessive, ça coûtait 7 €. Et en fait, je me suis dit, je vais regarder comment ça coûte la lessive si je la fais moi-même. Et j'en suis arrivée à acheter du savon de Marseille, pas en combo parce que le combo ça coûte plus cher, à l'effriter moi-même et à faire ma lessive dans ma maison, dans ma cuisine pour avoir moins de dépenses, quoi. Et en la faisant moi-même, ça doit me revenir à même pas 3 € le litre. Et vous faisiez ce genre de choses avant le confinement? Pas du tout. Dans 6 mois, Lorenzo passe le CAPES pour devenir professeur de sport. Pas le temps de travailler à côté. Ensemble, ils ont donc décidé que ce serait à Margot de faire bouillir la marmite cette année. Dès la rentrée, elle s'est donc remise à chercher du travail. J'ai postulé dans 20 entreprises différentes à peu près. J'ai imprimé des CV, fait des lettres de motivation, sans réponse. Ou alors quand j'appelais, ça me répondait que mon CV était sur le haut de la liste, que le directeur devait s'en occuper, mais qu'il n'avait pas le temps, qu'avec le Covid, c'était un peu compliqué. J'ai jamais été rappelée. Elle a fini par trouver 2 petits jobs, mais elle gagne beaucoup moins qu'avant le Covid. 130 € par mois pour quelques heures comme entraîneur de natation et 150 € en venant travailler dans ce centre aéré. Coucou Nelly. Je dois mettre les chaises. Je dois faire le réfectoire, balayer, faire la serpillière. Après, je dois faire la salle d'accueil des grands. Après, je fais les toilettes pour les filles et pour les garçons. Et après, quand j'ai tout fini, je viens faire les toilettes des bébés et des enfants. C'est rythmé, quoi, je m'arrête pas. Allez, on sort, là? Margot vient ici tous les mercredis. Allez, les gars, on se dépêche. Et chaque jour pendant les vacances scolaires. Puis là, j'ai de la chance parce que les toilettes sont super propres. Mais il y a des fois où j'arrive et j'ai envie de me tirer les cheveux et de partir en courant, quoi. Je fais du ménage en attendant, ça me fait 150 € en plus sur mon compte à la fin du mois, donc c'est bénéfice, c'est trop bien, quoi. C'est quand même 150 €, je peux pas cracher dessus. Entre les aides sociales et ses 2 emplois, Margot touche 510 € par mois, bien en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant, elle n'est pas la plus à plaindre.
Pour les étudiants qui n'ont pas retrouvé de travail, le nouveau confinement est un interminable calvaire. Louisa, 21 ans, étudiante en sport, vit dans une chambre universitaire de 9 mètres carrés. Là, c'est ma petite cuisine. Là, c'est ma petite salle de bain avec tous les produits un peu cosmétiques, etc. Et là, c'est le coin bureau. Et là, c'est le petit coin moi que j'ai fait à ma sauce. Tout ce qui est là, ça vient de l'aide alimentaire d'ailleurs. Depuis le début de la crise, Louisa s'astreint à faire des menus pour chaque jour de la semaine, car elle doit tout rationner. Le midi, c'est plutôt glucides, féculents, quelque chose qui me tient la journée. Et le soir, soupe, légumes. Mais vous n'avez pas faim, du coup? Ça va, enfin, j'ai commencé à m'habituer. C'est bien, au moins, je garde la ligne. Dès le premier confinement, Louisa a perdu ses 2 petits boulots. 500 € en moins à la fin du mois. Enfin, ça n'a jamais été beaucoup plus rempli que ça. Enfin... Son seul revenu aujourd'hui, sa bourse d'études, 350 € mensuels. Parmi ces 350 €, il y a 260 € qui partent pour le loyer. Ensuite, 15 € qui partent pour mon abonnement mensuel de bus. 8 € pour les assurances, 10 € pour son forfait téléphone et 30 € pour son inscription dans son club de sport. Donc si on fait le calcul, voilà ce qu'il me reste pour manger. Ça fait combien? 27 €. À peine 1 € par jour. Issue d'une famille nombreuse, pas question pour elle de se reconfiner chez ses parents avec ses 4 sœurs à la maison. Des parents aux revenus modestes. Louisa ne veut pas leur réclamer de l'argent. Pour compléter l'aide alimentaire, elle fait quelques courses, 1 ou 2 fois par mois. Il y a un supermarché pas très loin, à 2-3 arrêts en bus du campus de Lumini. Seulement, c'est beaucoup plus cher que le supermarché auquel je vais actuellement. Donc c'est pour ça que je préfère faire un trajet un peu plus long, mais bon, c'est plus rentable à la fin. 50 minutes de trajet pour une dizaine d'articles à acheter. J'ai pas beaucoup de choses à acheter. J'ai 2-3 trucs, donc je vais commencer par là. Ce jour-là, Louisa s'est fixé un budget de 20 € maximum. Parmi tout le potager là, de pommes qu'il y a, c'est les moins chers. Donc je cherche pas à comprendre. Elle chasse les promotions, compare les prix, économise le moindre centime. Il y a plein de sortes de crèmes fraîches, mais je prends à chaque fois celle d'en bas, 99 centimes. Pour l'instant, tout ce que j'ai acheté n'a pas dépassé les 1,10 €, je crois. Quand vous faites à manger, vous dosez vos repas, vous pesez vos aliments? Oui, le midi par exemple, je mange entre 60 et 70 grammes de riz, pâtes. Pareil, l'huile, je mets juste un cercle sur la poêle. Elle s'autorise tout de même quelques petits plaisirs, très raisonnables. Ça fait partie des trucs les plus chers que j'achète, mais bon, j'adore ça. Donc, il y en a pour 1,10 € fois 3, donc ça fait 3,30 €. Du coup, ça va, j'ai pas encore dépassé mon budget. Et ça, c'est un petit produit de luxe, ça. Voilà, de grand luxe même. Mais pour Noël, pas de folie cette année. Les cadeaux de Noël, cette année, ça va être un peu compliqué. Ça sera une petite boîte de chocolat, au meilleur des cas, mais sinon, cette année, ça sera pas tout possible. C'est bon, je suis dans les clous. À cette précarité s'ajoute la lassitude d'un quotidien de plus en plus difficile à supporter. Louisa passe 8 heures par jour, seule, devant son écran, à enchaîner les cours à distance, comme ce matin avec ce cours de posture et d'ergonomie. Qu'est-ce qui se passe au niveau des contraintes exercées sur les articulations? Vu que le poids est plus important, les pieds vont porter plus de charge. Une routine qui dure depuis 1 mois et demi. Bonjour. C'est bon pour le son? Alors après 1 heure de cours, elle se disperse déjà sur les réseaux sociaux et sur son téléphone. Entre les membres, l'espace temporel entre les membres.
On est un peu marre d'être assis sur la chaise, je prends mon ordinateur et je vais m'asseoir gentiment sur mon lit. Et après, je commence un peu à m'allonger. Et voilà, on sait tous comment ça se termine en petite sieste. Du coup, c'est quoi la conséquence? Conséquence, moins efficace, moins concentré sur les cours. Et du coup, je me rajoute encore du travail après parce que au moment des examens, je me suis rendu compte que j'étais pas assez attentif aux cours, etc. Je retiens beaucoup moins parce que je suis moins concentrée, beaucoup moins concentrée. Seul moment d'évasion pour Louisa. Là, comme c'est la période d'hiver, on devrait aller plus souvent vers cette heure-ci. Ouais, comme ça au moins... 1 heure de footing quotidien avec sa copine Samcha, près des Calanques de Marseille. C'est un peu l'heure où on s'évade un peu. Ouais, on s'évade des cours, on s'évade de notre chambre. Là, les cours n'existent plus, le Covid n'existe plus, les problèmes n'existent plus. Voilà, c'est là. C'est trop beau. Surtout quand tu te retournes, tu vois tout le campus avec toutes les montagnes. Regarde. Ouais, je vais prendre une photo aussi. Avec le confinement, l'isolement est parfois si pesant que certains étudiants craquent et sombrent dans la déprime. À Aix-en-Provence, Cécile Langonnet est l'une des psychologues du service médical de l'université. Depuis le début de la crise, le nombre d'étudiants en détresse psychologique a explosé. Allô ? Bonjour, madame. Jusqu'à 15 rendez-vous par jour, 2 fois plus que d'ordinaire. Je viens faire un petit peu le point, voir comment vous vous sentez. C'est toujours pareil. Oui. Ça évolue même pire là. C'est vrai que des fois ça va pas du tout quoi. Des fois j'ai envie de me mettre à pleurer ou même je le fais. Juste j'en ai marre quoi d'être comme un lion en cage où ma vie elle est suspendue et où y a rien qui se passe quoi. Par exemple, je sais pas. Elle suit des dizaines d'étudiants, souvent pendant plusieurs semaines. Un service gratuit. Comment vous allez ? Je pense que ça m'a beaucoup affaibli ce confinement parce que avant ça allait très bien, ma vie était super heureuse, je voyais des gens, j'avais un bon rythme de vie, j'étais bonne élève, je faisais des choses. Et là, depuis le confinement, j'ai l'impression de plus rien valoir, je suis toute seule, j'ai l'impression que je suis pas quelqu'un de bien, que j'ai plus de vie finalement. J'ai parfois des pensées qui sont très néfastes, qui sont pas de bonnes pensées. D'accord. C'est quoi des pensées qui sont pas bonnes pour vous ? J'ai l'impression d'être nulle, je sais pas, je me rabaisse sans cesse. Ouais, vous perdez un peu confiance en vous ? Oui. À bientôt. Au revoir. L'idée serait que dans cet isolement, l'étudiant vienne à ne plus vouloir sortir, à commencer à avoir peur de l'extérieur. Et on l'a vu, il y a une perte de confiance en soi qui est quand même accélérée par le contexte et par l'isolement. Alors, la dépression, c'est une des premières manifestations qu'on va rencontrer, c'est ce à quoi on est vigilant. Il y a énormément de facteurs en ce moment qui sont suffisamment réunis pour craindre effectivement plus tard un syndrome de stress post-traumatique. Et c'est ce qu'on veut éviter justement en leur donnant l'occasion de pouvoir s'exprimer librement. Pour certains étudiants, le confinement a des conséquences désastreuses sur leur santé, sur leur avenir aussi. Lamia est algérienne, étudiante en faculté de langue à Marseille depuis 3 ans. Pour elle, la crise du Covid est une longue descente aux enfers. Comme tous les étudiants étrangers, Lamia n'a ni le droit au logement universitaire, ni aux bourses d'études. Elle travaille comme vendeuse dans un snack, 6 jours sur 7, payée 30 € par jour, non déclarée. Ma journée, ça commence à 5 h du matin. Je travaille pendant 9 à 10 heures. Et quand je finis, ça commence la partie de la fac, les études. Avant le confinement, cette étudiante brillante parvenait à jongler entre son travail et ses cours à la fac. Les cours à distance ont tout changé. Une fois le confinement est arrivé, la fac est fermée, donc j'ai obligé d'être en distanciel.
Et j'ai pas les moyens. J'ai un PC qui fonctionne une fois sur 2. Un ordinateur capricieux, acheté d'occasion, et un forfait internet très limité. Lamia rate de plus en plus de cours et commence à décrocher. Hop, regardez. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'éteint tout seul, en fait. Il s'est déconnecté d'Internet. Voilà, c'est ça. Tout seul. Et ça vous arrive parfois quand vous suivez un cours? Énormément. Quand je suis en cours, quand je suis en plein travail, en pleine concentration, en fait. Et là, ça se ferme et je perds tout ce que j'avais fait. Des fois, un travail d'1 heure, 2 heures qui part là en fraction de seconde et que je dois tout refaire dès le début, refaire et refaire et refaire. Sachant qu'il y a les heures qui passent, des fois, je finis un simple travail et je me retrouve à le finir à 4 heures du matin. Pour l'instant, mon année est en danger. Et si j'arrive pas à me rattraper sur le 2e semestre, j'aurai pas mon année. Angoissé pour son avenir, surmené par son travail. Aujourd'hui, j'ai rien mangé jusqu'à présent. La santé de Lamia se dégrade de manière inquiétante depuis plusieurs semaines. C'est des gros problèmes de respiration, c'est des crises d'angoisse. En fait, je dors pratiquement plus. Si j'arrive à dormir 1 ou 2 heures par nuit, c'est des cauchemars horribles. J'ai un manque de vitamines, donc je prends des vitamines, je prends le fer, je prends tous les médicaments. En fait, j'ai ce sac-là, il est rempli. En fait, 1000 trucs qui ne vont pas. Lamia n'a pas le temps de se faire des amis. Elle souffre aussi de la solitude. Ouais. Oui, ma fille, comment tu vas? Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Depuis 1 an et demi, elle n'a pas vu sa famille qui vit en Algérie. Alors elle appelle sa mère tous les jours pour ne pas sombrer. Alors tu vas réviser un peu aujourd'hui? Bah, je vais essayer, mais en plus, un des examens, on doit se battre. Alors ça veut dire que tu révises ce soir? Ouais. Bisous. Bisous. Et il y a des choses que voilà, j'essaye de ne pas lui raconter pour pas qu'elle s'inquiète en fait. Par exemple, ma dépression, mes moments difficiles. Du coup, vous gardez tout pour vous là? Oui. Oui, je suis obligée. Hein. Je n'ai pas le choix. À bout de force, Lamia s'accroche à son rêve. Ouvrir un jour sa propre boutique de vêtements.